À suivre, avant de retrouver la revue de presse de Nicolas Canteloup, la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, c'est un peu la retraite ou la guerre, la réforme des retraites évidemment, et puis l'intervention militaire en Syrie probablement. Alors la guerre, pourquoi faire, se demande Libération. Hollande prête à engager la France dans une intervention, titre Le Figaro. Voilà pour l'offensive. Quant à la réforme des retraites, le ton reste militaire. Hérault manœuvre en recul pour l'humanité qui voit d'un mauvais œil l'allongement de la durée de cotisation. Nous cotiserons plus longtemps, promet le Parisien. C'est la réforme de la facilité, explique l'opinion. Alors une bonne nouvelle sur le front économique, alors que les chiffres nationaux du chômage sont décevants, c'est la première fois en 23 ans que le chômage baisse dans l'Aube, se réjouit Libération Champagne. Une baisse spectaculaire de moins 4,9%, surenchérit l'Est éclair. Tant mieux, ils n'avaient pas vu ça depuis une vingtaine d'années. Enfin, à la une de Nice Matin, Michel Platini et Christian Estrosi, le maire, tout sourire, non parce que Nice est vice-championne de France du mariage pour tous derrière Paris, mais parce qu'elle accueillera l'Euro 2016 dans son beau stade Alliance Riviera. On commence, David, avec la réforme des retraites et le regard des éditorialistes. Pas toujours tendre. Pas toujours tendre, mais globalement, à lire les éditos, on ne peut pas dire que la réforme des retraites concoctée par Jean-Marc Ayrault soit très radicale. Vous lisez l'opinion qui parle de réforme de la facilité. Nicolas Bétou explique que ce n'est pas parce qu'une réforme est douloureuse qu'elle est forcément réussie. Mais tout de même, le seul fait que les partenaires sociaux et le patronat soient tous sortis à peu près satisfaits de leur rendez-vous avec le Premier ministre montre que sur les points durs, on est resté dans le flou. Pour la Croix, c'est clair, Ayrault applique la méthode Hollande. Éviter le désaccord total, donner des gages à chacun, une sorte de travail de marqueterie pour tenter de ne fâcher ni le patronat ni les syndicats. Pour Libération, Hollande a déminé à défaut de réformer sur le long terme. Courage fuyons, ironise Gaëtan de Capelle dans Le Figaro. Bref, donc si vous lisez les éditorialistes, la France réforme son système de retraite, mais vraiment à reculons, elle ne fait rien, quasiment rien. Mais si vous ouvrez le Parisien, vous avez une chronologie des différentes réformes depuis 1993, et là, vous voyez que la réforme avance régulièrement, progressivement, mais il faudra une vingtaine d'années. 1993, la durée de cotisation passe de 37 ans à 40 ans. 2003, la réforme Fillon aligne progressivement la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé. 2008, Sarkozy réforme les régimes spéciaux. 2010, la réforme Fillon-Wörth relève l'âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans. Donc, la réforme des retraites, la France y va, lentement, mais sûrement. Alors, malgré tout, il y a un chiffre qui se balade ce matin dans tous vos journaux, c'est 8 milliards. Où va-t-on trouver les 8 milliards qui permettront de combler le déficit du régime des fonctionnaires en 2020 ? Si vous voyez passer 8 milliards, Thomas, vous prévenez le Premier ministre. Absolument. Je rendrai peut-être que 7 milliards et demi, puis on verra pour ce qui reste. Vous parliez de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. L'un fait sa rentrée politique, l'autre pas. Alors, après Jean-François Copé, le week-end dernier, vous l'aviez en studio à l'instant, François Fillon fait lui sa rentrée politique aujourd'hui dans la Sarthe, c'est ce que nous explique le Parisien. Après un été studieux consacré à l'écriture d'un livre qui pourrait paraître à l'automne 2014, l'entourage de l'ancien Premier ministre devrait se consacrer aujourd'hui à une journée d'échange et de réflexion, loin des polémiques dans l'ancienne abbaye cistercienne de Rouez en Champagne. On nage évidemment en pleine langue de bois. Les amis copéistes de François Fillon préfèrent ironiser, ils disent « ça va être la journée de la rillette ». Dimanche, ce sont cette fois les amis de Nicolas Sarkozy qui vont se réunir à Arcachon. Il n'y aura pas de rillettes, mais des huîtres probablement. Mais l'opinion annonce que le rendez-vous sera boudé par de nombreux anciens ministres de l'ex-président. Seule une poignée devrait faire le déplacement. Il y aura quand même Juppé et Copé, mais pour l'opinion, Nicolas Sarkozy apparaît très isolé depuis qu'il est venu à certains l'idée de faire l'inventaire du sarkozysme. Alors en fait, l'opposition, si on lit le Canard enchaîné qui est paru aujourd'hui, elle n'est pas à l'UMP, l'opposition, elle est à la Cour des comptes, qui selon le Canard enchaîné pratique le coup d'État permanent. La haute juridiction ne se contente plus de compter, elle critique depuis des mois la politique du gouvernement, admoneste les ministres et les abreuve de conseils qui ressemblent à des injonctions. Enfoncé, Copé, Fillon, Bayrou. Pour le volatile, le vrai chef de l'opposition, c'est Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, dont les recommandations pleuvent pour réduire les dépenses, au point que le président Hollande aurait lui-même confié « Si on suivait toutes les recommandations de la Cour, ce serait la révolution ». On part aux États-Unis à présent, où Barack Obama s'apprête à célébrer un anniversaire. Et quel anniversaire ? C'était il y a 50 ans. Plus de 250 000 personnes participaient à la marche sur Washington pour l'emploi et les libertés, organisée par les leaders du mouvement noir des droits civiques,
un certain 28 août 1963, se rappelle ce matin Libération, et le pasteur Martin Luther King prononçait un discours qui commençait comme ça. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Et dans ce discours, Martin Luther King lançait notamment qu'il rêvait qu'un jour ses 4 petits-enfants puissent vivre dans un pays qui ne les jugerait pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Eh bien, au moment où Barack Obama s'apprête à rendre hommage aux pasteurs noirs, le chercheur américain Frédéric Harris, interrogé par Libération, estime que la situation des Afro-Américains a empiré sous la présidence du premier président noir des États-Unis, un comble, coup dur pour Obama, alors que la communauté noire américaine avait voté pour lui à 95% en 2012 et en 2008. David, on termine avec une question. Alors une question, le SAMU aurait-il pu sauver Henri IV ? La question est posée dans Le Parisien ce matin par Jean-José Boutaric, ça vous fait déjà rire. Il est médecin, il est écrivain et il publie l'histoire en s'amusant, jeu de mots. Oh. Et il a imaginé le sauvetage de 14 personnalités, dont Sissi, impératrice, ou Socrate, personnalité historique, sauvées par le SAMU dans un livre-hommage au fameux service d'assistance médicale d'urgence. Eh bien, au lieu de mourir le 14 mai 1610, Henri IV aurait survécu au coup de couteau de Ravaillac. Et là, je vous lis le sauvetage d'Henri IV, version SAMU 2013. Écoutez bien, voilà, c'est dans Le Parisien, tandis que Sylvie arrime l'extrémité de la sonde aux lèvres du blessé. Joël aspire avec une sonde fine le sang qui s'est répandu dans le poumon droit. Puis ventile sans peine au ballon sous oxygène à gros débit. Le blessé est installé dans l'ambulance, est branché sous respirateur et sera opéré à l'hôpital de la Pitié, puis sauvé. Et voilà, si le SAMU n'avait pas eu 4 siècles de retard, on aurait sauvé Henri IV. Ils en sauvent beaucoup aujourd'hui, des gens, le SAMU. On les remercie d'ailleurs. Chapeau. Merci à vous également, Laurent, David Abiker.